Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mélanie Thibault et je suis la superviseure des services francophones ici à Autisme Ontario. J'aimerais vous remercier de venir nous voir pour la présentation du profil féminin de l'autisme et du syndrome d'Asperger's. Comme déclaration, les opinions sont celles des présentateurs, présentatrices, prendre des décisions éclairées. Le langage, identité d'abord, par exemple, autiste, personne d'abord, exemple, personne ayant l'autisme, personne qui vit avec l'autisme, professionnel, questions particulières et les ressources additionnelles. J'aimerais maintenant vous introduire à notre présentatrice de ce soir, Madame Isabelle Hinault. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Mélanie, merci beaucoup. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis toujours très heureuse de collaborer avec Autisme Ontario. Et ce soir, donc, un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années, donc le profil féminin. On va passer 1 heure ensemble. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Vous allez avoir accès, bien sûr, aux diapositives, mais aussi à des ressources que vous pourrez télécharger par la suite pour peut-être poursuivre vos recherches et augmenter donc les connaissances sur le profil féminin. Donc, je suis la directrice de la clinique Autisme et Asperger de Montréal. On est une équipe donc de 18 maintenant professionnels. On travaille avec les enfants, les adolescents, les adultes, bien sûr. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui est éducatif. Donc, on offre des sessions d'éducation en individuel ou en groupe. On travaille beaucoup avec les couples aussi, les familles et bien sûr les femmes et les adolescentes qui est notre sujet de ce soir. Donc, quand on regarde le profil de l'autisme ou ce qu'on appelait à l'époque syndrome d'Asperger, il y a beaucoup de similarités avec le profil féminin et masculin, mais l'objectif de notre présentation de ce soir, c'est vraiment d'aller voir les particularités, les subtilités qui font que l'autisme au féminin, je trouve trop tardé à être reconnu officiellement, soit dans la recherche, mais aussi au niveau clinique. Et ce qu'on sait, c'est que durant des années, les grilles d'observation, les questionnaires et même je dirais, les informations générales sur l'autisme étaient vraiment dédiées à ce qu'on appelle le profil masculin. Et pour ça, il y a plusieurs filles et femmes qui sont allés voir des professionnels et qui ont reçu d'autres diagnostics ou qui ont eu ce qu'on appelle une errance diagnostique. Donc, pendant des fois plusieurs années à chercher à se comprendre elle-même et aussi à aller valider le profil féminin auprès des professionnels. Donc, mon objectif en tant que psychologue, c'est surtout pas de mettre une étiquette diagnostique sur les gens, c'est plutôt d'offrir un éclairage sur les caractéristiques, les subtilités du profil féminin et vraiment l'objectif, c'est d'arriver à mieux se connaître soi-même et d'offrir aux adolescentes et aux femmes des ressources adaptées, des services qui sont adaptés pour avoir accès à une qualité de vie et vraiment un mieux-être. Donc, tout au long de la présentation, je vais vous présenter bien sûr des, euh, des informations très claires sur le profil féminin, mais aussi il y aura en fin de présentation des stratégies adaptées pour cette qualité de vie, ce mieux-être et aussi beaucoup de ressources en français. Donc, aussi un petit mot en introduction, le travail que je vous présente ce soir est le fruit aussi d'une collaboration avec Tony Atwood, qui est mon collègue depuis plusieurs années, Michel Garnett, qui travaille en Australie. Tous les deux se sont intéressés il y a plusieurs années au profil féminin. À l'époque où, bon, j'avais la chance de travailler là-bas en Australie, dans les deux cliniques, autant chez Tony Atwood que chez Michel Garnett, on recevait beaucoup d'adolescentes et de femmes qui venaient nous voir en nous disant bon, j'ai lu l'information sur le profil, à l'époque qui était vraiment plus masculin, bien sûr. Je me retrouve dans quelques caractéristiques, mais il semble que c'est pas suffisant pour obtenir une reconnaissance officielle. Et donc, mes collègues se sont attardés à la question et ils ont pu développer donc des connaissances très intéressantes et aussi nous aider à mieux comprendre le profil féminin.
Donc, à l'époque des documents de Hans Asperger, qui était un des premiers à documenter le profil qu'on appelle TSA niveau 1 mais maintenant, il y avait seulement une fille pour 20 garçons. Et c'est ce qui explique que beaucoup d'informations qui ont suivi pendant des années étaient vraiment axées sur le profil masculin. On parlait pendant des années d'un ratio de 3-4 garçons pour une fille. Maintenant, au plan international, dans les dernières recherches, on voit un nombre presque équivalent de filles et de garçons, de femmes et d'hommes. Et nous, à la clinique, donc c'est sûr qu'on est spécialisé. Les gens viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on connaît bien le profil féminin. On reçoit même un nombre plus élevé de filles et de femmes que de garçons depuis 5-6 années parce qu'on a publié un guide clinique qui nous permet de mieux comprendre le profil féminin. Je vais vous le présenter aujourd'hui et vous aurez accès gratuitement au guide clinique. Et donc, depuis qu'on connaît bien le profil, on a vraiment une explosion de demandes d'adolescentes et de femmes qui viennent consulter. Une des premières femmes qui était très connue, c'est Temple Grandin, qui était très, très importante et qui l'est toujours là, dans le domaine parce qu'elle a beaucoup publié sur sa vie, sa façon de conceptualiser ses propres idées, la façon de penser en images, etc. Donc, elle a été une pionnière et depuis, on a vraiment beaucoup de femmes qui ont écrit des autobiographies pour nous permettre de mieux comprendre l'autisme vu de l'intérieur et je vais vous partager plusieurs références et ressources à la fin de notre rencontre. Au niveau des qualités, j'aimerais débuter avec les qualités parce que la vision qu'on a du profil féminin, elle est très positive. On veut vraiment axer sur les talents, les capacités, le côté rationnel qui est très développé chez plusieurs filles et plusieurs femmes, et avec ce qu'on appelle une intelligence particulière, cette capacité de voir les choses différemment, de parfois repérer des patterns que d'autres filles ou femmes ne voient pas. Elles ont une attention aux détails là, très, très développée et une créativité remarquable. Je vais vous montrer des exemples un peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre, je dirais, dans notre compréhension du profil féminin, on a plusieurs femmes qui sont dans le domaine artistique, mais on en a aussi qui sont dans le domaine scientifique. Mais comme elles ont une grande créativité, elles arrivent à voir les choses différemment, à conceptualiser de la science, en fait, différemment, avec cette vision qui sort de l'ordinaire. Donc, moi, c'est une des qualités que je trouve très remarquable. Les filles et les femmes autistes sont d'une grande confiance et intégrité aussi. Elles ont souvent un talent pour la résolution de problèmes, donc de trouver des solutions à différents problèmes, que ce soit au niveau scientifique, au niveau aussi très pragmatique, de voir la séquence, par exemple, d'une problématique et de dire, ah, est-ce que vous aviez pensé à tel aspect? Et là, j'encourage mes collègues professionnels aussi, beaucoup les enseignants, enseignantes, à s'ouvrir à cette, je trouve, diversité, de voir que cette créativité peut être vraiment enrichissante parce qu'elles vont pas nécessairement suivre le même cadre, la même séquence que ce qu'on leur enseigne, surtout quand ils sont jeunes, mais de s'attarder à voir ce côté-là qui peut être vraiment innovateur dans leur façon de conceptualiser la résolution de problèmes. Elles ont des connaissances dans des domaines précis parce qu'elles peuvent avoir des intérêts marqués dans un domaine ou plusieurs domaines. Et ça se retrouve autant dans le profil masculin que féminin, mais je vais parler un petit peu plus tard des types d'intérêts qu'on retrouve plus précisément chez les adolescentes et aussi chez les femmes. Elles sont souvent très directes dans la relation, mais aussi dans la communication. Donc, elles sont franches, elles sont sans détour et c'est ce qui peut expliquer pour certaines d'entre elles la préférence pour avoir des amis garçons, surtout au niveau de l'enfance, adolescence. Plusieurs d'entre elles, quand on discute de leur profil développemental, vont nous mentionner qu'elles aimaient bien être amies avec les garçons qui semblent être un petit peu plus concrets dans leurs jeux, dans leurs activités, mais aussi plus facile à comprendre. La période de l'adolescence peut être une période moins simple chez les filles et les adolescentes autistes parce que les relations interpersonnelles deviennent plus complexes et souvent, ils vont mentionner que
le fait de naviguer de façon sociale ou en amitié avec les filles, c'est plus confus. Par exemple, une journée, tu es mon amie, le lendemain, la supposée amie lui dit: «Ah, ben, tu es moins mon amie, j'aimerais mieux aller jouer avec d'autres ou sortir avec d'autres». Et pour l'adolescente autiste, ça peut être très, très, très complexe de naviguer puis de comprendre toutes les règles qui sont qui sont pas nécessairement explicites, donc les règles non écrites de la socialisation puis de l'amitié. Une autre qualité, c'est la grande soif de connaissance dans différents domaines. Souvent, elles deviennent expertes parce qu'elles vont vraiment puiser dans un domaine précis et une fois que le sujet est épuisé, elles peuvent aussi parfois vouloir explorer un autre domaine. Donc, je travaille avec des femmes qui me disent: «Moi, ça fait des années que je suis dans tel intérêt comme l'horticulture ou je m'intéresse beaucoup à la nature, à la protection de la planète», par exemple. Mais d'autres vont dire: «Ah, je me suis intéressée à l'art, je me suis intéressée à tel auteur ou telle autrice et là maintenant je suis dans un autre sujet parce que j'ai vraiment épuisé le domaine». Elles peuvent avoir aussi du talent au niveau de la musique, du chant, d'avoir une oreille parfaite. Donc j'ai beaucoup de musiciennes avec lesquels je travaille, des jeunes qui ont aussi ce côté vraiment là, très, très développé dans tout ce qui est artistique, musique. C'est vraiment très courant aussi. Le travail peut devenir une passion pour certaines d'entre elles. Elles sont sans malice. Parfois, on les qualifie de trop naïves. Moi, je préfère utiliser le terme candide. Donc, plusieurs d'entre elles, peu importe l'âge, ont cette candeur dans leur personnalité. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, une certaine pureté même, sans malice, de jamais avoir un agenda caché ou elles sont très rarement le sournoises, elles n'ont pas à avoir justement des plans, elles sont très, très ouvertes, très pures dans leur personnalité. D'un autre côté, si jamais on en reparle dans un autre webinaire, le fait d'être candide peut parfois aussi mener à développer des relations qui sont pas toujours saines. Certaines vont mentionner qu'elles ont pu avoir des amitiés ou des relations, même parfois amoureuses, qui sont toxiques. Et ça a été un petit peu plus compliqué pour elles d'arriver à comprendre les intentions des autres, à décoder que d'autres personnes pouvaient même tirer avantage de cette candeur. Et c'est lié, bien sûr, à ce qu'on appelle la théorie de la pensée, la capacité à décoder les intentions des autres, les émotions, etc. Donc, ça pourrait être un autre sujet éventuellement, mais c'est une des caractéristiques, cette belle candeur. Donc, la pensée en image peut être très développée pour certaines, comme Temple Grandin, mais c'est pas toutes les adolescentes qui ont cette pensée en image. Parfois, ça peut être une pensée qui est évoquée aussi beaucoup avec les sens, une hypersensibilité au niveau olfactif, etc. Et donc, les souvenirs reviennent attachés à des sensations. Elles ont un grand sens de la justice et de l'intégrité et elles portent attention aux détails plus que les femmes que l'on appelle non-autistes ou neurotypiques. L'apprentissage des habiletés sociales se fait généralement un peu plus facilement chez les filles et les femmes que chez les garçons, d'où l'importance de les encourager à développer des amitiés saines, bien sûr. Il y aura des programmes et des suggestions. On vous a préparé toute une liste de références à la fin du webinaire et on souhaite donc qu'il y ait cette habileté qui se développe pour éventuellement avoir un ou une amie envers qui les filles ou la femme peut compter, une amie qui va la guider au plan social, au niveau des, par exemple, les premières sorties, si une adolescente est invitée dans une fête, si elle peut avoir un ou une amie, parce que le genre ne compte pas. Là, quand on a un ami, c'est peu importe que ce soit un garçon ou une fille, mais cette amie peut donc venir donner des conseils et guider l'adolescente pour éviter qu'elle se retrouve parfois dans des situations qui sont moins positives. Parfois, il y a un trouble de personnalité qui a été évoqué, multiple, ou pourquoi elle adopte une attitude dans un contexte, une autre attitude dans l'autre. C'est ce qu'on appelle plutôt le stratégie de caméléon. Je vais en parler dans quelques minutes avec tout ce qui est le masquage. Donc, c'est des stratégies qui sont développées très, très tôt chez les filles autistes pour parfois compenser au plan social. Donc, je vais vous expliquer en détail le camouflage, le masquage et les ressources intéressantes à ce niveau-là.
Plusieurs sont assez introverties, donc on leur donne moins d'attention, mais elles ont une grande, grande intelligence. Donc, c'est pas parce qu'elles sont plutôt parfois effacées qu'elles n'ont pas tous ces beaux talents à découvrir justement. C'est vraiment un moment qui est assez touchant quand je travaille avec les adolescentes et les femmes, de découvrir à l'intérieur tout ce beau potentiel, tout ce qu'elles ont comme qualité. Elles vont beaucoup imiter, donc l'imitation est une stratégie aussi d'adaptation qui est très, très courante et elles ont des facilités d'apprentissage. Qu'est-ce qui peut mener au diagnostic? Donc, parfois les enseignants vont découvrir assez tôt, en observant les jeunes filles à l'école, qu'elles peuvent avoir plus de défis ou des difficultés au plan de l'amitié, au niveau de l'art, de la conversation, parfois des intérêts qui sont un peu inhabituels ou des intérêts qui sont comme très, très développés, très jeunes et un style d'apprentissage différent. Et aussi, ce qui est très marquant, plus le diagnostic est tôt, souvent plus il y a ce qu'on appelle une immaturité. Puis je ne le dis pas de façon négative, là, loin de là, mais il peut y avoir un décalage dans la gestion des émotions. Il peut y avoir, par exemple, des excès de colère ou des comportements qui semblent un peu moins matures chez des jeunes filles et ça va attirer l'attention des enseignants en observant donc ce profil chez les très jeunes filles. Pardon, j'ai juste un petit commentaire de ma collègue. OK. Donc, ben, Mélanie, si tu veux continuer à changer, moi, ça me convient. Je ne sais pas comment reprendre le contrôle et je voudrais surtout pas là, créer une confusion au plan technique. Donc, on peut changer les diapos comme on le fait en ce moment. Donc, prochaine diapo vers le diagnostic. Il peut aussi y avoir un diagnostic dans la famille, donc dans la fratrie, dans la famille élargie, qui va finalement mettre un peu la puce à l'oreille de certains parents qui vont dire on commence à reconnaître certaines caractéristiques qui peuvent être différentes, par exemple de son frère ou d'un cousin dans la famille, mais on commence à voir des similarités. On en parle de plus en plus dans les médias aussi et on a vraiment une meilleure connaissance au niveau du profil féminin. On peut changer de diapo. À l'adolescence, il peut y avoir aussi des diagnostics multiples comme l'anxiété, la dépression. Le trouble de personnalité peut arriver jeune adulte. C'est souvent un des diagnostics les plus courants avant qu'on découvre parfois que on est vraiment plus au niveau du profil féminin de l'autisme parce que de l'extérieur, il peut y avoir des similitudes entre troubles de personnalité borderline, là, limite. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et il peut y avoir d'automutilation au niveau de l'adolescence. Donc, ça mène sur la piste de troubles de personnalité, mais ça peut être complètement différent. Et l'anorexie est présente. On a maintenant cette co-occurrence de l'anorexie et de l'autisme chez près de 30 des adolescentes ou des jeunes femmes autistes. Donc ça, c'est un sujet très passionnant aussi. Si jamais ça vous intéresse, on pourrait élaborer. J'ai préparé quelques diapos à ce sujet ce soir, mais je vais quand même en parler rapidement. Mais c'est un sujet là, qui est très, très d'actualité aussi. L'historique développemental est souvent atypique. Donc, quand on fait notre évaluation, on va aller voir plutôt dans le développement est-ce qu'il y avait des délais, certaines immaturités, la confusion, etc. Et on est capable d'aller chercher souvent un profil de développement qui est vraiment particulier à l'autisme. Il peut y avoir des épisodes de mutisme que l'on appelle involontaires, donc où ça peut durer quelques minutes, voire quelques heures, puis parfois même quelques jours, où il peut y avoir beaucoup d'anxiété vécue chez une fille ou même une femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent encore des épisodes involontaires. Donc, c'est pas un mutisme qui est sélectif. Donc, je préfère l'appellation involontaire parce que les femmes nous expliquent qu'en fait, c'est pas sélectif du tout de leur côté. Il peut y avoir donc beaucoup d'anxiété vécue, ce qui entraîne une plus grande rigidité, puis parfois même un retrait social, le fait de s'isoler parce qu'il y a trop, trop d'anxiété, et parfois de l'agressivité dans la résolution de conflits. Donc, c'est ce qui va mettre la puce à l'oreille au diagnostic. Prochaine diapositive, il peut y avoir aussi pour
pour certaines, des difficultés au niveau du cheminement académique. Autant il peut y avoir ce qu'on appelle des pics de compétences, des capacités spéciales dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, ça peut être plus difficile ou par rapport à d'autres matières. D'où l'importance d'offrir des accommodements pour le développement des compétences académiques. Parfois, il va y avoir des difficultés au niveau de la recherche d'emploi ou ce qu'on appelle des transitions. Donc, ça, c'est très, très important parce qu'on reçoit beaucoup de jeunes femmes dans la vingtaine qui viennent nous voir et qui disent, par exemple, je commence l'université ou je quitte le foyer familial pour vivre en appartement ou je suis en transition entre les études et un premier emploi. Et tout ça suscite des transitions et les transitions amènent en général une augmentation de l'anxiété. Et à ce moment-là, ça c'est très clinique, là, mais plus l'anxiété monte, plus les traits de l'autisme émergent, comme si certains traits étaient camouflés pendant quelques années, parce qu'il pouvait y avoir peut-être des routines, des habitudes, des scripts qui avaient été bien, bien organisés, qui fonctionnaient bien. Et à ce moment-là, cette transition de vie fait donc émerger les caractéristiques et on les voit davantage. Et là, les jeunes femmes viennent nous voir en disant, c'est comme si je vois à nouveau des caractéristiques que j'avais peut-être camouflées quand j'étais plus jeune ou mon rythme de vie a fait que tout était sous contrôle et là, il y a ces grandes transitions. Pour d'autres femmes qui viennent nous voir dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, elles ont un enfant qui est diagnostiqué avec soit un TSA, soit syndrome d'Asperger, ou même des adultes avec qui elles travaillent ou elles collaborent qui disent, ben écoute, maintenant que je te côtoie, je reconnais des traits liés à l'autisme ou ce qu'on appelait à l'époque syndrome d'Asperger, et elles vont donc venir nous voir pour explorer cette possibilité. Donc, je vous ai préparé une petite grille ici pour faciliter la compréhension du profil féminin. Donc, quand j'appelle le profil autisme classique, c'est vraiment ce qu'on connaît de l'autisme depuis des années. Et souvent, je ne le dis pas négativement, là, loin de là, mais j'ai plusieurs collègues qui vont rencontrer des femmes et qui s'attardent vraiment au profil classique et qui vont peut-être oublier de poser des questions un petit peu plus détaillées ou subtiles du profil féminin. Donc, je vais m'attarder ici au profil féminin, donc dans la colonne de droite. De façon générale, les filles et les femmes ont donc une plus grande propension à développer des habiletés un peu plus tôt que chez les garçons autistes et de par leur nature. Là, c'est un peu général, mais je le nomme quand même. Les filles et les femmes ont plus envie de socialiser, d'avoir des amis, pas nécessairement un grand groupe d'amis, mais elles peuvent avoir un ou une amie fidèle avec qui elles vont entretenir des belles relations dans beaucoup d'authenticité aussi et elles vont donc garder pendant souvent des années un ou une amie fidèle. Elle procède beaucoup par observation et imitation et c'est ce qui fait que de l'extérieur, on peut dire: «Ah, pourtant, elle semble avoir des compétences sociales, elle me regarde dans les yeux, elle me dit qu'elle a des amis, donc elle ne peut pas être autiste». Alors que ça peut être lié aux stratégies d'adaptation. Les intérêts. De par leur nature, les intérêts qu'on retrouve généralement chez les filles et les femmes sont moins inusités que ce qu'on retrouve chez les garçons. C'est peut-être moins excentrique. C'est plutôt souvent ce qu'on appelle des intérêts qui semblent très généraux comme l'art, la nature, les animaux, tout ce qui est la littérature, la créativité. Fait qu'on se dit, bon, ben, un peu tout le monde du côté féminin aime bien ça, mais la bonne question à poser, c'est pas tant le sujet d'intérêt, mais l'intensité. Donc, les filles et les femmes vont dire, j'ai des étapes de vie où je suis vraiment plongée dans un sujet fascinant et ensuite j'en suis ressortie. Donc, posez plutôt la question sur l'intensité. Elles ont beaucoup d'imagination, créativité, parfois même des amis imaginaires. Elles peuvent avoir un monde imaginaire intérieur très riche qui leur permet d'explorer tout le volet social et c'est pas du tout un signe de psychose ou de maladie mentale, loin de là. Au contraire, moi, je le célèbre et j'en parle souvent dans les évaluations et je pose la question directement. Aviez-vous, plus jeune ou même des fois actuellement, des amis imaginaires et certaines vont dévoiler tout un beau monde interne, imaginaire et donc ça fait partie des caractéristiques, mais aussi je trouve des belles qualités qu'on retrouve chez les femmes.
Certaines vont développer un sixième sens, une grande sensibilité pour capter les émotions chez les autres. Elles vont même parfois expliquer, ils vont me dire, Isabelle, je me sens comme une éponge, donc je capte l'ambiance, les émotions, où j'ai une relation très particulière de connexion envers la nature, les animaux, ça peut être aussi envers les jeunes enfants. Et donc, il y aurait comme ce qu'on appelle ce beau sixième sens qu'on retrouve chez certains garçons et certains hommes, mais je le retrouve cliniquement parlant plus souvent ou plus fréquemment chez les filles et les femmes. Et on est en train de développer une plus grande connaissance clinique de ce sixième sens, mais je voulais quand même vous le mentionner ce soir. Et la plupart vont procéder beaucoup par camouflage, caméléon, et c'est ce qui amène un diagnostic tardif. Donc, prochaine diapo, certaines vont être tellement découragées ou tellement axées sur le fait d'avoir des amis qu'elles deviennent parfois l'esclave des autres. Donc, faites bien attention avec qui elles vont développer l'amitié pour éviter les relations toxiques ou le fait d'être utilisées parfois de façon un peu trop naïve ou candide par les autres. Comme elles procèdent par observation et imitation, elles vont beaucoup utiliser la fiction. Donc, les livres, la télévision, les séries pour apprendre à mieux comprendre, à mieux décoder les émotions, mais aussi à apprendre les habiletés sociales. Et si vous pouvez les encourager à avoir le support d'un père ou d'un groupe, j'en profite pour vous mentionner un exemple et j'encourage cette initiative. À la Clinique de Montréal, on a donc 2 groupes de Asper Girls, donc les filles Asper Girls, on a un groupe ado, on a un groupe aussi pour les femmes. Et il y a d'autres initiatives avec des collègues dans la ville de Québec, par exemple, et un peu partout maintenant, pour avoir ce groupe de support, d'entraide, mais aussi on offre des activités de créativité, on a des vernissages, on fait des pique-niques l'été et les adolescentes et les femmes se retrouvent entre elles pour discuter, s'offrir du support mutuel et profiter en fait du fait de ne pas être seule. On veut vraiment briser l'isolement et permettre ces belles rencontres là, dans un environnement qui est sécuritaire, où on peut travailler à développer des habiletés, des connaissances, mais surtout pour les adolescentes et les femmes de se retrouver entre elles. Donc ça, c'est ce que j'encourage aussi beaucoup. Donc, l'expression des caractéristiques, prochaine diapo, est souvent moins sévère. C'est ce qu'on appelle l'extrémité de l'autisme. Comme l'autisme est un continuum, on a plusieurs adolescentes et femmes qui viennent nous voir donc de façon plus tardive parce que leurs traits semblent plus camouflés ou plus subtils et elles ont donc tous ces mécanismes d'adaptation. Elles peuvent parfois même à l'adolescence adopter une personnalité, changer de nom et on a tellement appris sur le profil féminin grâce aux femmes elles-mêmes et donc je suis toujours très admirative des femmes qui arrivent à nous expliquer ce qu'elles ont vécu à travers les autobiographies, des blogs, des webinaires. Donc je suis toujours très enchantée là, de rencontrer des nouvelles femmes ASPI, des nouvelles femmes autistes qui ont été diagnostiquées. Je vais vous présenter d'ailleurs dans quelques minutes du beau matériel à ce sujet. Prochaine diapositive. On a aussi plusieurs adolescentes ou jeunes qui sont très introverties. Elles ont moins de comportements inappropriés ou agressifs que ce qu'on retrouve chez les jeunes garçons. Donc, on leur donne un peu moins d'attention. Et certaines m'ont dit, comme je suis sage, j'ai des bonnes notes à l'école, on me laisse tranquille, donc je peux m'adonner à mes intérêts, comme par exemple les animaux, et je développe tout ce monde intérieur. Et parfois, pendant des années, les parents ou même les proches ont jamais eu la suspicion de l'autisme ou même Asperger parce qu'elles étaient vraiment retirées dans leur monde intérieur. Prochaine diapo. Donc, on a aussi des informations pertinentes sur certaines adolescentes, jeunes femmes qui peuvent développer, parce que ça, c'est mon côté plus sexologue, elles peuvent développer une promiscuité sexuelle, c'est-à-dire une grande curiosité à apprendre au sujet de la sexualité ou à vouloir vivre des expériences sexuelles. Donc, l'important ici, c'est pas la surprotection, mais la
protection par l'éducation. Donc, quand je travaille avec des adolescentes, jeunes femmes qui sont très curieuses, on va pouvoir faire de l'éducation socio-sexuelle pour s'assurer qu'elles comprennent bien la notion de consentement, être capable de donner leur propre consentement et aussi vérifier le consentement chez l'autre pour bien comprendre les enjeux et les conséquences liées à la sexualité. Le but, c'est bien sûr d'encourager la santé sexuelle, mais d'éviter toute forme d'abus qui pourrait être de nature parfois comportementale, des abus dans les relations et surtout, on veut prévenir bien sûr les abus sexuels qui malheureusement sont plus fréquents chez les filles et les femmes autistes pour toutes sortes de raisons. Une des raisons, parfois, c'est le manque de connaissances socio-sexuelles, moins d'expérience relationnelle. Donc, elles peuvent parfois être plus candides et certaines personnes mal intentionnées peuvent vouloir les manipuler. Et comme certaines ont moins développé la théorie de la pensée, elles décodent pas les intentions malveillantes chez l'autre. Et donc, elles vont avec leurs propres intentions qui sont positives, souvent et très liées à la curiosité, et elles peuvent projeter chez l'autre leurs propres intentions positives. Donc, elles ne voient pas qu'il peut y avoir une intention autre. Et donc, on fait beaucoup, beaucoup de prévention chez les adolescentes au niveau de l'éducation socio-sexuelle, les étapes des relations. On va donc développer plus de connaissances et des expériences positives, bien sûr. Un autre thème qui est très important, c'est la genralité, donc l'identité de genre qui peut être dans certains cas plus flexible. Donc, c'est pas toutes les filles et les femmes, mais on retrouve, là ici, je vais combiner autant les garçons que les filles, les hommes et les femmes dans donc dans le groupe avec lequel je travaille. On a environ 30% de personnes qui viennent nous consulter, qui se questionnent par rapport à leur genralité et qui peuvent avoir donc une flexibilité, c'est-à-dire c'est pas du tout conflictuel. C'est donc le fait d'intégrer des caractéristiques autant masculines que féminines, soit par dans l'apparence, la coupe de cheveux, les vêtements, l'attitude, les intérêts. Et donc, on a même exploré un concept qui s'appelle le autigène, le genre autiste, où il y aurait une plus grande flexibilité. J'ajoute un autre point ici sur troubles des conduites alimentaires associées. Donc, on collabore de plus en plus avec les cliniques spécialisées des troubles des conduites alimentaires, principalement l'anorexie, qui semble être donc une condition de plus en plus observée chez les filles et les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les cliniques spécialisées en troubles des conduites alimentaires, ils vont maintenant faire une évaluation d'une possible condition autiste chez leurs clientes ou patientes. Donc, elles ont ce souci d'aller vérifier est-ce qu'il y aurait des traits liés à l'autisme parce qu'en fait, les interventions sont différentes si on travaille avec une fille ou une femme autiste. Prochaine diapo. Donc, on a beaucoup parlé du camouflage, du côté caméléon. Donc, je vous encourage à aller explorer le site ici Embrace Autism qui contient plusieurs ressources super intéressantes en français et en anglais, dont le fameux CAT-Q, qui est le quotient du camouflage. Donc, basé sur les travaux de Hall et ses collaborateurs, principalement Simon Baron-Cohen, qui est un des précurseurs au niveau du dépistage de l'autisme. On peut donc en ligne, c'est un test qui est valide au plan scientifique en français. Celui-là, vous le trouvez en anglais aussi sur le site, mais je voulais vous présenter en français. Et vous répondez aux questions et à la toute fin, vous allez avoir une cote globale. Si vous avez plus de 100 points accumulés, ça indique que fort probablement, vous faites du camouflage. Et ce que j'aime beaucoup dans le quotient ici du camouflage, c'est que à la fin, vous allez avoir 3 sections. Donc, on a le camouflage global, mais on a aussi un score sur ce qu'on appelle la compensation. Donc, c'est une sous-échelle du camouflage où, par exemple, on va aller apprendre de façon très, très
sophistiqué les codes et les conventions. Vous allez peut-être répéter ce que vous avez vu à la télé, dans un sitcom ou ce que vous avez lu et le fait aussi d'utiliser des scripts, de préparer à l'avance des scripts. Si vous avez, par exemple, une, euh, une présentation à faire, une rencontre familiale ou, par exemple, une réunion au travail. Il y a des femmes qui vont d'avance préparer 2, 3 sujets de discussion. Donc, ça semble très naturel, mais tout ça est scripté à l'avance et c'est ce qu'on appelle la compensation. La deuxième sous-échelle, c'est ce qu'on appelle le masquage. Donc, c'est de faire, par exemple, un effort conscient pour maintenir le contact visuel, porter attention à sa gestuelle, sa posture. Et donc, ça entraîne beaucoup de vigilance. Être comme un peu à l'extérieur de soi pour dire, OK, comment je me comporte? Faut pas que j'oublie d'avoir telle attitude pour sembler très à l'aise au plan social. La troisième sous-échelle, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. C'est donc soit d'imiter quelqu'un qui a un comportement social qui semble bien adapté et d'avoir vraiment une belle expression dans les présentations orales, d'attendre que les autres aient leur présentation pour un peu imiter, reproduire et surtout, quand on parle d'assimilation, c'est comme si il y avait une certaine performance sociale. Et donc, quand vous allez faire le test, vous allez avoir votre score global et vous allez avoir les 3 catégories qui vont ressortir au niveau du pointage. Tout ça pour dire que le camouflage entraîne souvent des diagnostics tardifs, mais surtout une grande fatigue, une hypervigilance au plan cognitif, au plan social. Il y a aussi souvent une fatigue sensorielle et donc il y a ce qu'on appelle un coût associé au camouflage et c'est ce que les femmes nous expliquent beaucoup quand elles viennent consulter, autant pour des services qu'une évaluation diagnostique. C'est souvent cette grande fatigue accumulée qui peut mener au fameux burn-out autistique, qui peut mener à des surcharges. Donc, le but, c'est d'enlever son masque une fois le diagnostic posé. C'est ce qui fait que moi, j'encourage l'évaluation. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont vouloir elles-mêmes aller chercher l'information pour être validées personnellement dans ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont vécu pendant des années. Et tout ça permet d'enlever le masque et pour retrouver leur vraie nature et aussi retrouver plus d'énergie parce que le camouflage est vraiment énergivore. Prochaine diapo. Donc, on va changer de diapo. On va arriver maintenant, s'il te plaît, Mélanie, au livre, donc qui a été publié au Québec et au Canada. Vous pouvez le retrouver en français aux éditions Chenelière. En Europe, on a les éditions Pirouette et on a publié en anglais l'année dernière, si jamais vous lisez l'anglais ou vous intéressez aussi au côté anglophone. Donc, le profil Asperger et de l'autisme au féminin, coécrit avec Annick Martin, qui est une femme qui a reçu un diagnostic Asperger dans sa quarantaine. Le livre, en fait, est divisé en 3 sections. La première section, c'est le volet plus clinique où j'explique le développement du profil féminin de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Il y a des outils que vous pouvez trouver, des fiches. Je parle même il y a un chapitre sur la sexualité, sur le profil chez les femmes adultes. Donc, tout le volet clinique, un peu ce que je vous présente ce soir, mais avec plus de détails. On a aussi 2 beaux témoignages dans le livre. Donc, je vous laisse découvrir les beaux témoignages. Deuxième grande section, c'est tout le grand témoignage d'Annick Martin qui nous explique, en fait, vu de l'intérieur, toute sa quête de compréhension personnelle, son cheminement, c'est vraiment remarquable. Et la troisième partie du livre, c'est un guide clinique, donc un questionnaire qui vous permet d'explorer avec 65 items précis les caractéristiques, la subtilité du profil féminin. Et l'objectif donc du guide, c'est de vous expliquer aussi si vous êtes professionnel,
les tests de dépistage, les questionnaires adaptés au profil féminin et aussi d'utiliser en clinique les 65 items qu'on vous propose pour mieux guider l'évaluation, pour être en fait certain de rien manquer et d'aller chercher tous les petits traits. Le guide, on va passer à la prochaine diapo. Donc, le fameux guide clinique, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, quand vous irez sur le site de Chenelière, vous allez cliquer sur la diapo qu'on vous a présentée juste avant, vous allez retrouver le livre. Et juste en bas, vous pouvez cliquer sur PDF du guide clinique. Et là, vous pouvez télécharger gratuitement en anglais, vous l'avez chez Jessica Kingsley, en français chez Chenelière. Vous allez avoir accès à ce guide avec 8 thèmes spécifiques qui couvrent l'ensemble du profil féminin. Et donc, plusieurs familles l'utilisent, mais aussi pour les adolescentes, pour aller explorer les traits, tout ce qui est pertinent. Et vous pouvez donc remplir le questionnaire, l'amener chez un professionnel ou s'il y a des femmes qui souhaitent simplement pour elles-mêmes avoir cette exploration et dire, bon, ben, j'ai fait mes recherches, j'ai beaucoup lu. Et là, en explorant le questionnaire, ben, finalement, ça concorde beaucoup avec qui je suis et comment je me sens de l'intérieur. Donc, on vous l'offre gratuitement. Je dois mentionner que le guide a été aussi coécrit avec mon collègue Tony Atwood, qui est un psychologue australien, mon collègue et ami depuis de longue date, et Valentina Pazin, qui est une neuropsychologue italienne. Prochaine diapo. Donc, des belles références sur le profil féminin. Donc, Spectrum Woman n'a pas été traduit en français, mais il est très riche en informations sur le profil qu'on retrouve chez les femmes. Il y a plusieurs voix féminines, donc des femmes qui ont été interviewées dans ce livre qui est édité par ma collègue Michelle Garnett. Une bande dessinée sur le camouflage et aussi La différence invisible par Julie Dachès, qui est une BD qui explique tout le cheminement qu'elle a eu pour enfin avoir cette reconnaissance du diagnostic. C'est un livre que je vous recommande fortement, qu'on trouve très facilement en ligne, donc La différence invisible. Ensuite, une découverte merveilleuse. Il y a à peine quelques semaines, j'ai découvert Je gère ma fougère par Liliane Pottle, cette grande dame qui m'a envoyé en cadeau son livre. Je me suis régalée. C'est un bijou. Elle explique son cheminement. Il y a aussi des beaux dessins à l'intérieur. Je vous recommande fortement. Donc, Liliane Pottle, Je gère ma fougère. J'ai été très, très touchée par ce livre et donc c'est pour ça que je voulais vous le partager ce soir. Aussi, un livre qui s'appelle L'autisme apprivoisé par Sandrine Lebrun, qui est une collègue de longue date, qui nous explique à travers les yeux de son chat. Donc, c'est son chat qui vit avec elle, qui nous explique sa vie d'autiste. Et Josée Durocher, qui a fait plein de livres, dont celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'elle explore le sujet de la sexualité. Prochaine diapo, je vous recommande aussi les beaux livres de Mélissa Perron, qui a toute une collection. Mélissa, qui est bien connue au Québec, vous la connaissez probablement aussi en Ontario. Donc, allez voir ses livres, des livres très beaux, très touchants. Et j'ai eu la chance de présenter avec elle un webinaire il y a quelques années sur le profil féminin. Elle est vraiment extraordinaire, puis elle explique tellement bien le profil. De son côté, c'est très touchant aussi comme livre. J'ai aussi ici mentionné Liane Holiday-Willey, qui était une des femmes qui a été la première à nous parler du camouflage. Donc, en anglais, son livre se nommait Pretending to be Normal, puis c'est la première qui parlait du camouflage et de l'assimilation. Ce livre a été traduit en français. Il s'appelle Vivre avec le syndrome d'Asperger. Et elle a aussi publié un livre sur toutes les stratégies du quotidien. Elle l'appelle Safety Skills for Asperger Women. C'est vraiment un livre de référence fort intéressant. Prochaine diapo, l'Asperger au féminin ou Aspergirls en anglais, qui a été écrit par notre collègue Rudy Simone, qui a vraiment publié un livre important. Dans ce livre, qui est le même en fait, là, qui est publié en français, vous allez trouver à l'intérieur une grille qui va vous permettre aussi d'explorer les différences entre le profil masculin
et le profil féminin. Donc, elle l'explique très, très bien. Et dans son livre, elle fait des entrevues avec des adolescentes, des femmes et une grand-mère aussi qui est ASPI. Donc, je vous recommande fortement ces livres. Là, je me permets, pour le plaisir, là, on est vraiment dans bien-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien vivre une fois qu'on a découvert qu'on avait des traits pour éviter les surcharges, éviter le burn-out autistique. Donc, les bienfaits de l'activité physique, je vous lirai pas tout en détail, je vous laisse lire à un autre moment, mais vraiment, je vous encourage à prendre l'air, à bouger. L'aspect sensoriel est très, très développé chez les filles et les femmes autistes et souvent le fait d'aller à l'extérieur, prendre l'air, s'imprégner des odeurs, des bruits, qui sont en fait apaisants. Souvent, c'est ce que les femmes m'expliquent avec leur sixième sens lié à cette connexion avec la nature, l'environnement. Le fait de sortir, là, je sais que bon, on est à la fin de l'hiver, ça a peut-être été plus difficile, mais je vous encourage à vraiment explorer. Ça va réduire les problèmes de santé mentale de moitié. Durant l'effort, ça augmente l'endorphine 5 fois plus que quand on est en état statique où on bouge pas et ça produit de la dopamine et cet effet stimulant va durer de 30 à 45 minutes après l'activité physique qui peut être une marche, aller marcher avec son chien, explorer l'environnement, aller faire des collections de feuilles, de fleurs l'été. Donc, tout ça pour vous dire que ça stimule la créativité et ça favorise le développement moteur et la santé mentale. Prochaine diapo, donc aller jouer dehors. Le soleil permet aussi l'absorption de la vitamine D. Je le dis parce que je travaille avec beaucoup de familles qui me disent, nous avons par exemple une fille ou une adolescente, puis elle est souvent à l'intérieur devant son ordinateur. Donc, encouragez-la à aller jouer dehors. Ça a des répercussions positives sur le sommeil, une meilleure concentration et ça diminue les symptômes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Quelques astuces, peut-être des fois, favoriser l'activité positive et plaisante et surtout ne rien imposer. Donc, si vous êtes vous-même une femme ou vous êtes une adolescente, allez-y avec vos intérêts. Si vous aimez les couleurs, allez dehors pour justement être connecté aux couleurs, aux textures, aux bruits quand on marche dans la neige, ça fait crunch-crunch. Quand c'est l'automne, le bruit des feuilles ne deviendra pas une surcharge sensorielle, mais plutôt le fait de décharger le surplus. Utiliser du renforcement positif, choisir des horaires qui sont convenables. Allez-y de façon flexible. Est-ce que c'est préférable le matin, l'après-midi, le soir? Adaptez-le et encadrez aux besoins et peut-être y aller de façon sociale. Je donne un exemple. Dans notre groupe Aspergirls, on a maintenant beaucoup d'adolescentes et de femmes qui se retrouvent entre elles pour faire des activités ludiques, créatives et parfois sportives. Fait que le fait de le faire en groupe, en duo, et si on habite loin l'une de l'autre, on peut se donner un rendez-vous en disant, OK, on se donne rendez-vous à telle heure. On sait que toutes les deux, en parallèle, on va aller prendre une marche à l'extérieur, peut-être prendre des photos de ce qu'on voit et se les échanger par la suite. Et donc, ça crée un lien social et ça favorise l'activité physique. Prochaine diapo. C'est Kate avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui est maintenant âgée de 26 ans. Pendant des années, elle avait beaucoup, beaucoup de difficultés avec ses routines, la scolarisation, c'était lourd pour elle, il y avait beaucoup de surcharge et je l'encourageais à s'adonner à des activités physiques et voici, c'est ce qu'elle m'a expliqué, fait qu'elle m'a donné la permission de le mettre dans la présentation et imaginez-vous, c'est trop intéressant. Elle dit: «Isabelle, maintenant, je cours avec mon père qui est à 1000 kilomètres de chez moi 3 fois par semaine». Donc, ils se donnent rendez-vous au téléphone et ils font leur jogging de façon simultanée, incluant le décalage horaire, bien sûr. Elle me dit: «Mon père me raconte des histoires, je lui parle de mes études et sans ça, j'aurais jamais, mais jamais débuté le jogging. Je dois admettre que j'y prends maintenant plaisir. Je suis fière de moi et je peux même manger mon brownie le midi parce que je fais plus d'exercice physique, donc je me permets
un peu de sucreries pour venir équilibrer mon horaire et donc elle a pu bâtir une belle relation avec son père en échangeant tout en courant et donc ça les maintient tous les 2 bien sûr en forme, mais surtout, ça a maintenu une belle relation, familiale entre eux. Prochaine diapo, c'est des exemples de créativité, donc je vous encourage dans votre créativité. Ici, je vous présente un mini échantillon de sacs qui sont fabriqués par une femme que j'apprécie beaucoup, qui est Asperger. Et durant notre entrevue, elle me dit, oh, j'ai pas vraiment d'intérêt spéciaux, mais j'aime bien la couture et je fais de la couture avec des voiles de bateaux usagés et j'agence les couleurs, les modèles. Elle m'a donné la permission de partager un mini échantillon de ce qu'elle fait. C'est magnifique, c'est beau, c'est vivant, puis en plus, c'est du recyclage de voiles plutôt que de jeter les voiles. Elle s'en sert maintenant pour faire des sacs et je voulais vous donner un petit échantillon comme ça. Quand elle est quand elle s'adonne en fait à sa créativité, à son intérêt spécial, l'anxiété diminue parce que c'est le meilleur anti-anxiété et c'est bon, c'est un antidépresseur. Donc, je vous encourage dans votre créativité. Et à la prochaine diapo, je vous présente les dessins d'Anissa avec qui je travaille depuis maintenant 13 ans. Elle fait des dessins magnifiques. Elle a raffiné ses dessins et maintenant elle dessine des personnages. Elle est capable d'exprimer les émotions à travers les yeux, des scénarios et donc on a pu vraiment développer toute sa compréhension de la navigation sociale à travers ces personnages et donc c'est quelque chose que j'encourage fortement. Donc, on va peut-être le passer rapidement sur cette diapo, vu que je viens de parler de créativité, on va aller un petit peu plus loin parce que je vois le temps passer. Donc, ça va aussi aider la confiance en soi, aider les autres, faire partie d'un groupe. Nous, dans notre groupe Aspergers, on a beaucoup de mentors, de femmes qui vont aider d'autres femmes, qui vont partager l'information. Peut-être même, on fait du pairage pour que des femmes qui ont plus d'expérience aident des plus jeunes à développer des compétences ou même des caractéristiques liées à tout ce qui est créativité, développer des projets ensemble. Donc, tout ça fait partie de ce qu'on encourage beaucoup chez les filles et les femmes. Je vais vous laisser lire cette diapo sur est-ce qu'on est plus dans trouble de personnalité limite ou est-ce qu'on est plus dans autisme. Je vous le mets plus à titre de référence. Mon message ce soir, parce que j'ai vraiment juste 1 heure puis il y a tellement de sujets, le trouble de personnalité limite est peut-être un des diagnostics erronés qu'on voit le plus fréquemment chez les jeunes femmes et les femmes dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, parce que de l'extérieur, il y a des caractéristiques qui sont vraiment similaires, qui se ressemblent, mais lorsqu'on explore davantage le profil, on est beaucoup plus dans l'autisme parce qu'il y a ce qu'on appelle des maladresses sociales, difficulté peut-être à naviguer socialement, à mettre ses limites, mais il n'y a pas de manipulation dans la relation. Le profil sensoriel est beaucoup plus marqué en autisme que chez une femme qui aurait un trouble de personnalité limite. L'historique d'échec est souvent basé sur des facteurs qui sont, complètement différents. Les intérêts spéciaux, le 6e sens est beaucoup plus présent en autisme que chez les femmes qui ont un trouble de personnalité limite. Et le vide intérieur à combler est complètement différent versus une capacité plus limitée à socialiser. Et donc, les femmes autistes sont très directs et le fait des fois d'être direct n'est pas lié à des critiques ou à vouloir justement prendre emprise dans la relation avec l'autre. Donc, je le dis parce que plusieurs femmes viennent nous consulter en disant j'ai reçu un premier diagnostic de TPL, mais finalement, quand j'ai lu sur le TPL, je me retrouve pas nécessairement et surtout, les stratégies proposées ne fonctionnent pas. Et donc, elles sont allées lire sur l'autisme au féminin et plusieurs viennent valider donc en clinique, est-ce qu'on ne serait pas plus dans le profil féminin de l'autisme? Et là, je fais un lien avec le guide clinique qui est gratuit. J'en parlais il y a quelques minutes. Allez voir les caractéristiques et là, vous pourrez comparer est-ce qu'on est plus dans le profil féminin de l'autisme ou trouble de personnalité limite. On va passer par-dessus celle-ci.
Et aussi, je vous ai mis quelques informations sur le trouble des conduites alimentaires, les facteurs en cause et quoi tenir en compte. Si vous êtes une adolescente, vous êtes une jeune femme ou une femme adulte qui malheureusement souffre d'anorexie, voici ce que je vous recommande et c'est basé sur des travaux qui ont été publiés, mais aussi avec des collaborations avec plusieurs collègues qui travaillent dans les cliniques de conduite alimentaire. Prochaine diapo, on va aussi passer celle-ci, je vous laisse les lire. Gardez en tête aussi tout l'aspect des sensibilités sensorielles qui est très prononcé dans l'autisme, les hyper ou les hyposensibilités. On va passer à la prochaine diapo. L'anxiété sociale, qui est aussi très, très marquée chez les filles et les femmes autistes. Les fonctions exécutives qui peuvent être un défi. Donc, quand nous, on travaille en évaluation diagnostique, on propose, c'est pas obligatoire, c'est complémentaire, mais souvent, je vais proposer aux adolescentes ou aux femmes d'aller explorer les défis au niveau des fonctions exécutives parce que le but, c'est de leur proposer par la suite des accommodements pour avoir un plus grand succès au niveau académique ou au niveau même du quotidien, la vie au quotidien ou la vie au travail. J'ai des petites mises en garde pour les si on est en traitement ou thérapie des troubles des conduites alimentaires, faire bien attention si on est en autisme, donc de ces enjeux, de les prendre en cause parce qu'autrement, plusieurs femmes sont venues nous consulter en disant ça fait des années qu'elles cherchent à un peu, je dirais, là, solutionner le trouble des conduites alimentaires, puis ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a des petites mises en garde ici que vous pourriez considérer au plan clinique. On va aussi avancer sur cette diapo, c'est les suivis. Donc, je vais terminer parce qu'1 heure, c'est tellement rapide. Avec Mélanie, on discutait tout à l'heure, peut-être si vous le souhaitez, on pourrait vous offrir une phase 2, deuxième étape du profil féminin parce que j'ai encore plein de choses à vous présenter. Mais je termine sur une note positive. Il y a maintenant des questionnaires validés, traduits en français pour les filles autistes. Donc, on a dans notre guide clinique gratuit toute la liste des questionnaires. Donc, vous pourrez le partager avec des professionnels qui parfois utilisent encore des questionnaires qui sont peut-être trop axés sur un profil masculin. Donc, il y a le Girls Questionnaire de Tony Atwood et Michelle Garnett, pardon, qui a été élaboré en 2013 et validé plusieurs années par la suite. Donc, nous, on l'utilise à la clinique Autisme Asperger de Montréal. On a un questionnaire pour les 5 à 12 ans et un questionnaire pour les 13 à 18 ans. Il y a aussi un questionnaire qui a été développé par Christopher Gilberg et ses collègues, qui est validé. On l'a traduit en français. Il est aussi en anglais où on a 45 items qui sont dédiés au profil féminin de l'autisme. Donc, ça s'ajoute à tout ce qui est pré-diagnostic, grille générale, mais là, on va aller vraiment dans tout ce qui est plus raffiné au niveau des subtilités du profil féminin. Donc, toutes ces grilles d'évaluation ont été explorées en Suède et on explore ce qu'on appelle, j'aime pas le terme, mais c'est le terme qu'ils utilisent. J'appelle ça plutôt les conditions associées, mais eux, ce qu'ils appellent les comorbidités, comme le TDAH, qui est de plus en plus mentionné chez les filles et les femmes. Maintenant, on voit que le TDAH semble être aussi courant chez les filles et les femmes que chez les hommes et les garçons. Donc, je vais vous laisser avec des recherches. Je ne vais pas avoir le temps de tout défiler, mais vous allez trouver des recherches sur l'anorexie, des recherches sur le profil féminin par la suite. On vous laisse avec plein, plein, plein d'informations que vous pourrez aller explorer par vous-même. J'en ai mis plus que moins parce que je sais que plusieurs d'entre vous êtes curieux et curieuses. Il y a tellement de femmes qui lisent par elles-mêmes. Donc, je vous ai mis plein de recherches, plein de résultats. Vous pourrez donc aller lire tout ça. Je vais m'arrêter ici au niveau des diapos. On va aller peut-être à la diapo numéro 59. On a des sites inspirants. Vous allez voir, vous pouvez télécharger plein de choses gratuites à la prochaine diapo. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est merci aux filles et aux femmes autistes. Donc, c'est mon petit mot de la fin, mais ça fait maintenant
plus d'une quinzaine d'années que je m'intéresse au profil féminin. J'ai tellement appris grâce aux adolescentes qui sont venues, aux femmes qui sont venues, aux mères qui sont venues, au groupe Aspergirl. C'est toujours un immense plaisir de vous côtoyer. Merci aux professionnels qui sont curieux, curieuses par rapport au profil féminin parce que l'errance diagnostique mène trop souvent à des burn-out autistiques, à de la dépression, à de l'anxiété, à des diagnostics qui sont parfois erronés. Et ce qu'on veut, c'est donner une voix aux femmes. On souhaite qu'il y ait enfin cette reconnaissance. Donc, je vous remercie du fond du cœur. J'étais tellement heureuse quand Mélanie m'a proposé de présenter sur ce sujet qui me tient à cœur. Et je dois vous dire que c'est que le début. On est encore en train de découvrir plein de caractéristiques liées aux filles et aux femmes. Je vous invite, si ça vous intéresse, ce dimanche, le 22 mars, à Radio-Canada, à 18h30, à l'émission Découverte. Il va y avoir un reportage sur le profil féminin. Donc, j'étais ravie de pouvoir participer à ce reportage et ça démontre encore une fois l'intérêt du grand public, des professionnels et des femmes autistes aussi à porter leur voix. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné ce temps. Merci à vous. Merci encore, Mélanie. Merci à Autisme Ontario pour cette collaboration qui est toujours extraordinaire. On vous demande si c'est possible de donner vos commentaires. Partagez-nous vos pensées. Vous pouvez scanner ici le code QR et si vous êtes intéressé à avoir peut-être une deuxième présentation où on pourra aller explorer d'autres détails, faites mention de ça dans vos commentaires et je pourrai en discuter avec mes collègues avec grand plaisir. Donc, je te remercie énormément, Isabelle, pour une présentation exceptionnelle. Nous avons une question dans la boîte de questions, si tu voudrais la répondre. Et puis, on Oui, pourrait terminer après la question qui a été oui, demandée. parfait. Parfait. Je lis la question. J'ai l'impression que vous parlez de moi, mais je n'ai pas eu de diagnostic officiel. Tout le monde me dit intelligente, MBA, et parce que je regarde dans les yeux, je ne peux pas être autiste. J'ai 47 ans, un fils autiste, une nièce autiste. Que faire pour obtenir un diagnostic sans devoir se ruiner financièrement? Donc, une des premières étapes, ça serait peut-être d'aller télécharger le fameux guide clinique qui est gratuit en lien avec le profil féminin, remplir le guide, explorer les subtilités des 65 items et peut-être l'amener à un médecin de famille qui serait curieux, curieuse par rapport au profil féminin. Vous pouvez même leur partager le lien de ce webinaire parce qu'il va demeurer, je pense que dès demain, Mélanie va le rendre accessible et par l'information, on peut donc avoir plus de professionnels qui s'intéressent au profil. Et je sais que dans la liste de référence d'Autisme Ontario, il y a des professionnels qui sont habilités pour fournir un diagnostic. Donc, je vous encourage fortement à utiliser le questionnaire, là, le fameux guide clinique qui est gratuit pour aller faire valider donc votre profil sans vous ruiner, bien sûr. Je connais moins, bien sûr, tous les fonctionnements en Ontario, mais je sais que vous pouvez peut-être demander à Mélanie et Autisme Ontario parce qu'ils ont vraiment une équipe formidable pour vous orienter, vous guider. Et c'est pour ça qu'on voulait ce soir présenter sur le profil parce qu'on sait qu'il y a plusieurs femmes qui cherchent à faire valider leur diagnostic. Notre clinique est aussi disponible. Il faut juste voir les listes d'attente, les frais, les tarifs et voir si parfois des programmes d'assurance peuvent couvrir là, certains montants. Donc, je vais laisser peut-être Mélanie parler de ça avec vous, parce que je connais moins le fonctionnement en Ontario, mais je vous remercie infiniment pour la question et votre attention. Merci pour la réponse, Isabelle. Absolument. Si vous avez des questions, nous avons une équipe adulte à Autisme Ontario. Donc, si vous avez des questions, vous avez mon courriel qui est melanie@autismeontario.com et puis je peux définitivement vous mettre en contact avec l'équipe de famille. Excusez, l'équipe d'adultes ici à Autisme Ontario. Parfait. Merci beaucoup encore, Mélanie, pour l'organisation. Merci à toi, Isabelle. Merci à tout le monde qui sont en ligne.
Et puis, j'espère de tous vous revoir à la prochaine. Merci, Merci. Isabelle. Au revoir.